Nous revoilà, Denis. On a quelques coupures, mais bon, tu sais ce qu'ils disaient à la télévision à l'époque. Ah, c'est les lois Oui, du direct, de la technique ou je ne sais quoi. Donc je parlais juste de Momo. J'aimerais que tu nous dises un petit mot sur Momo parce que pas mal de gens me suivent du Maghreb en fait depuis que j'ai fait les podcasts avec Moussel Bakouchi, avec Jamo Nezar, tu sais ancien pro IFBB. Et tous ces gens-là disent que c'était un super athlète. En France, vous aviez donc vraiment de beaux bodybuilders à l'époque. Tu l'as côtoyé de près, vous étiez amis. Tu peux nous en parler un oui. petit peu? Ben moi, à un moment, quand il a disparu, j'étais vraiment très très triste parce que c'est quelqu'un que j'avais côtoyé, je te dis, au FIBO, qui m'a aidé avec Aroles Braya, qui n'a pas hésité une seule seconde à me faire venir sur scène, à faire partager ce qu'il vivait. Il était quand même lui reconnu et connu. Donc le petit Frenchy, Denis, il vient, voilà. On s'était rencontrés aussi à l'époque à Saint-Cyprien. Il y avait une concours, il y avait une fête de village où il faisait une grosse fête du bodybuilding qui attirait 5 ou 6 000 personnes. C'était énorme. Et Momo était invité parce qu'il connaissait un pompier qui travaillait avec lui à l'usine avant et qu'il a invité. Et c'est là que j'ai connu Momo. Mais c'était quelqu'un d'une gentillesse incroyable. Incroyable, Momo. C'était... Puis bon, voilà, moi, c'était comme mon grand frère. Il m'a aidé. Et quand il est parti, ça m'a beaucoup, beaucoup peiné parce que, voilà, il était ce qu'il était. J'adorais son physique, même si ça devenait, il devenait hors norme. On lui avait monté peut-être un peu le bourrichon en disant, ouais, tu vas tuer les géants, tu vas tuer les Ouais, géants ouais. et que ça l'a peut-être pas servi parce que bon, il a voulu aller toujours plus loin, et que c'était quelqu'un qui avait pas de limite, qui voilà, il vivait sa passion à fond quoi. Et moi je me souviens quand il était dans le gymnase et qu'il a enlevé son t-shirt, on a été à deux à lui enlever le t-shirt, Il avait il du n'y mal. arrivait pas, il était comme ça, il tirait Une le petite t-shirt. boule. Moi j'avais croisé donc à Bastia lorsqu'il était venu en démonstration. Hyper gentil, c'est vrai, et je me souviendrai toujours, j'en parle dans d'autres podcasts, la main sur le trapèze, la main grande ouverte pour choper son trapèze. Enfin, vraiment une boule, hein, très balèze, mais super humble, super gentil. Ah oui, imagine Momo Benaziza et Denis Hadas dans la 4L des sapeurs-pompiers. Je t'explique pas J'imagine. la rigolade qu'on Ça a devait eue. être Oh sympa, là ça. là, Au niveau c'était terrible. des autres Français, Thierry Pastel, toute l'équipe de l'époque, il y avait Eduardo Kawak dans ces années-là, il y avait donc Pastel, il y avait Francis Benfato. Tu avais des affinités avec certains? Tu connaissais certains plus que d'autres? Comment ça se passait entre professionnels français? Non, j'ai pratiquement pas eu de contact avec Thierry Pastel. Je l'ai rencontré juste à la compétition. Et par contre, j'ai eu des contacts quand j'avais 15 ans, 16 ans avec Francis Nfato. Je lui avais écrit. Il m'avait répondu. Je me souviens toujours. J'avais reçu son courrier. Et voilà. Après, on n'a pas eu de contact. On n'a jamais discuté avec Francis. Mais ça a été mon idole au départ. Je lui avais écrit. J'avais, je te dis, 15 ans. Il m'avait répondu. Je pense qu'il avait participé à ma carrière aussi. Parce que voilà, c'était Super. une de mes idoles, hein. Ah ben, je pense que ça va lui faire plaisir. Et puis tu as vu, comme moi j'essaie d'organiser maintenant des podcasts croisés, donc ce soir on devrait avoir Bernard avec nous. Si tu veux, un jour on parle avec Francis à trois, on se fait ça. Ben oui, pourquoi pas. On aura peut-être des choses Ah à oui, se raconter. voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire à cette époque-là, donc on a vu que le bodybuilding c'était toute une autre approche. Hein, c'était vraiment euh, pas forcément comité restreint, mais en tout cas il y avait un respect profond. Il n'y avait pas tous ces médias maintenant qui, euh, qui font qu'il y a des stars comme ça en quelques semaines ou en quelques mois après une compétition. Comment c'était ressenti dans ton entourage, dans ta ville, quand ils ont appris justement que tu étais parti aux États-Unis, que tu étais devenu professionnel? Comment c'était à cette époque-là? Ben, tu sais, avant, il n'y avait pas l'Internet, donc pour être célèbre, il fallait passer sur une revue. Voilà, donc moi, Tu avais quand des je passais articles sur une revue, dans ton quotidien, par exemple, dans ta région, dans ton journal? voilà, moi je faisais la une de l'Indépendant, hein, Voilà. donc c'était le journal local, et là tu devenais une star, quoi, du jour au lendemain, les gens te reconnaissaient, voilà, j'avais fait Coucou c'est nous, une émission de télévision, les gens me reconnaissaient, j'ai vécu pendant 2 ans sur un nuage, quoi, parce que c'était vraiment, c'était terrible, la coupe, les gens, voilà, ils mémorisaient mon image, et quand ils me voyaient, et puis en plus, le type, il fait 115 kilos, Oui, donc le forcément, gabarit, plus la coupe, c'est vrai, cheveux en brosse, on se souvient tous de ça. De Chavannes essayait de te taquiner, mais je crois que tu lui montrais bien qu'il fallait pas trop en rajouter dans l'émission ouais, Coucou chez nous. ils ont coupé, mais ils prennent une claque sur le biceps aussi, à un moment. D'accord. Ensuite, alors maintenant, je voulais juste un petit mot sur Didier Destaville. Donc, on en a parlé tout à l'heure en off. Quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, si je voulais peut-être un petit mot pour Didier. Ben, Didier, il a été important dans ma carrière de bodybuilder, puisque c'est lui qui m'a permis d'aller au championnat du monde senior. Donc ce jour-là, s'il n'avait pas été là, je serais peut-être pas parti. Et Didier, il a été important sur une autre phase, c'est quand je suis rentré aux États-Unis avec une main devant, une main derrière, et que je suis allé dans sa salle, ben, le soir même, il m'a proposé du travail. Bon, un travail que j'avais jamais fait, puisque moi, j'étais jamais sorti de ma vie, hein, j'étais sportif de haut niveau. Mhm. Donc je me suis retrouvé portier en boîte de nuit avec l'ami Didier et l'ami Marcelin au Lydia. D'ailleurs, Ouais. mon premier soir de boulot, je suis rentré à la maison et je pouvais plus respirer. J'ai eu un mal au ventre pendant
en toute une nuit. Pas évident, Mais hein, bon, oui, pour un sportif. Par contre, tu devais faire impression à l'entrée, je pense qu'on ne devait pas trop t'emmerder. ben voilà, ce qui avait plu à Didier et au patron, c'était que voilà, avec 54 cm de tour de bras, c'était voilà, j'avais juste qu'à montrer mes bras, quoi. Bon, voilà, mais 54, tu c'était vois, je ne savais pas, j'avais posé la question justement 54. Quand on sait qu'Arnold ouais, avait 56, c'est un ouais, gros bras. Hein. je suis monté à 54 et hors compétition, le plus lourd que je faisais, c'était 116 kilos, donc c'était quand même un beau Ouais, bébé ouais, quoi, pour beau 1m80. bébé. Hein. Tiens, justement, une petite question, on y va comme ça. Point fort, point faible chez toi. Pas évident, Les hein. points, les points forts, c'était la ligne. Ouais. Et les points faibles, c'est que je suis jamais arrivé à avoir une masse musculaire. Voilà, c'est quelques kilos de masse musculaire sèche qui m'auraient manqué pour avoir vraiment le physique plein, quoi. Un peu plus plein, peut-être de dos, encore Un peu, un peu plus de voilà, un peu rondeur. plus gros, Ouais. voilà. Voilà, plus épais, voilà. C'est mon épouse derrière qui me souffle. Elle, Merci. elle va, elle va venir se montrer un petit peu quand même aussi. Mais par contre, ce gabarit, puis tout à fait, bien sûr. Ce gabarit, donc, il t'a servi dans un événement quand même assez tragique, un accident de la circulation que tu as eu, qui a mis fin aussi à ta carrière. Bon, il y a eu plusieurs raisons, mais surtout celle-ci. Donc, petite parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent, ce qui nous écoute, c'est les passionnés. Hein, mais il y a des détracteurs aussi qui écoutent et qui viennent emmerder à mettre des pouces, tu sais, vers le bas. Ouais. Qui disent que la musculation, il n'y a que des dopés, il n'y a pas que des dopés, il y a des gens naturels, et puis quand bien même, il faut s'entraîner. Ouais. Que quand on vieillit, on perd tout, on perd pas tout, on maintient quand même un certain gabarit, ou en tout cas, il faut s'entretenir un minimum. Mais en tout cas, toi, ça t'a vraiment servi, ça t'a peut-être sauvé, parce que tu as quand même été longtemps, je crois, dans un fauteuil roulant, pour récupérer. Ben, si tu veux, ça m'a carrément sauvé la vie, puisque à l'époque, c'était en 2001, je sortais des championnats du monde. T'as percuté, c'est ça, hein. Et j'ai été percuté par une voiture en allant sur une intervention, parce que je venais d'être sapeur-pompier, donc la personne ne m'a pas vu, elle m'a fait valser à 10 mètres de haut. Et la première chose que m'a dit le chirurgien quand je suis arrivé en réanimation, c'est que si j'avais pas fait de muscu, je serais mort. Tu vois. Donc encore une fois, voilà, ça c'est pour tous les détracteurs. Dans la vie de tous les jours, que ce soit pour soulever les courses de sa femme, tu vois, ou je sais pas, un poids n'importe lequel, ça sert pour simplement voilà, être en forme. Donc la musculation, c'est bien, à condition de le faire après peut-être de manière modérée si on vise la longévité, parce que toi, ce que tu as fait, c'était quand même l'extrême, les compétitions. Aujourd'hui, justement, petite parenthèse, tu t'entraînes toujours ou pas? Parce que je te vois beaucoup en train de faire les barbecues. Tu vois, je te vois pas trop à l'entraînement. Je m'entraîne à faire la cuisine, à faire les barbecues. Non, je m'entraîne plus depuis 2012-2013. Je m'entraîne plus du tout. J'ai d'autres passions. Voilà. Je me suis inscrit à un stand de tir. Je fais du tir sportif. Voilà. Il y a un temps pour tout. Donc c'est vrai que j'aurais aimé garder un physique, on va dire athlétique. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Et moi, j'ai un métier, un vrai métier à côté. Donc, oui, je fais pas que du sport. Et j'ai une famille aussi, donc on peut plus tout sacrifier pour si peu et pour quelque chose qui est éphémère. Il faut quand même beaucoup d'énergie pour arriver à se consacrer au bodybuilding, surtout si on veut dépasser le physique lambda, être un peu athlétique, et encore plus si on veut être un culturiste de compétition. Ah, si on veut être un culturiste de compétition, c'est clair que c'est beaucoup de sacrifices. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup trop de sacrifices pour ce que tu as en retour. Avec l'expérience et avec ce que j'ai fait, s'il y avait des choses à refaire, je ne le ferais pas comme j'ai fait. Voilà, j'aurais une autre voie, j'aurais peut-être été rugbyman professionnel, tout en gardant un physique athlétique à la John Alomou, je sais pas, mais voilà. Je regrette pas ma carrière de bodybuilder, je regrette juste de ne pas l'avoir orienté vers autre chose qui m'aurait permis de m'épanouir et d'en vivre. D'accord. Tu as été pompier volontaire, tu l'as dit tout à l'heure, hein, enfin, tu as eu beaucoup de boulot en fait, hein, portier, bricot-dépôt, pompier, ça tu es pompier volontaire, tu es photographe aussi amateur. Tu prends pas mal de belles photos qu'on voit sur ton Facebook. J'en passe quelques-unes où on voit un Canadair, on voit des pompiers en action, etc. Oui, je t'en prie. En fait, je suis toujours pompier volontaire, donc, mais comme je suis parti du 10-66 et je suis sur le 64, je suis en mutation. Et bon, ça c'est pareil, c'est comme la muscu. Il y a des passions qu'il faut vivre pleinement et c'est une passion qui me demande beaucoup de temps et que je mets un peu sur le côté pour vivre et profiter de la famille, de la maison et de la vraie vie, quoi, les barbecues, les copains, boire un coup, et voilà. J'allais justement te demander comment tu faisais à cumuler le tout. Ben, il y avait des sacrifices et il y avait des gens qui pâtissaient de tout ça, quoi. Et des gens qui en pâtissaient, c'était la famille, les enfants, voilà. C'est un peu être égoïste et se faire plaisir, et voilà, quoi. Moi, il y a bien quelqu'un qui doit en pâtir. Un petit message donc à passer à tous ceux qui ne voient que ça.
tant mieux pour eux s'ils veulent essayer de faire carrière. Mais on peut, je crois, leur dire, toi et moi, que quand même, il y a la vie d'abord privée, après il y a la vie sportive, et qu'il ne faut pas négliger l'un au détriment de l'autre. Enfin. Ben c'est clair, parce que la vie sportive, à un moment, elle va s'arrêter, alors que la vie privée, elle est importante parce que ça dure plus de temps que la vie sportive. Hein. Et encore une fois, en bodybuilding, de vie sportive, il n'y en a pas. Il y a très peu de bodybuilders qui vivent du bodybuilding. Hein. Il y en aura toujours très peu. Hein. Il n'y en a que 5 dans le monde qui en vivent réellement. Après, les autres, c'est des leurs. Hein. Donc, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. On fait ça pour le plaisir au début parce que c'est bien, on monte sur scène. Et puis après, ça coûte beaucoup d'argent, de sacrifices. Et à la fin, au bout du compte, on n'a pas grand-chose. Petit retour sur 2011. 2011, tu tentes un comeback. Un premier essai, des petits réglages. Tu reviens en 2012 hyper affûté. Tu commences par le Grand Prix des Pyrénées. J'incrusterai... Oui. Il y a une raison, 2011 à 2012, hein, pourquoi c'était un petit réglage. Hein. Alors, vas-y. Donc, dis-nous, donne-nous tous les détails. Et c'est important, parce que 2011, la préparation, elle est faite tout seul. Okay. D'accord. Et 2012, je reprends contact avec Ramon, mon entraîneur de toujours, et qui me prépare pour la compétition. Et là, on voit la différence. C'est encore une fois, on revient au métier de préparateur. Denis, j'ai tous mes cahiers, hein, j'ai tous mes écrits depuis que j'ai commencé à 17 ans. Ouais. J'ai mes cahiers que Ramon me faisait avec mes dessins et tout ce que j'ai, mes entraînements, mes diètes, j'ai tout écrit depuis mon début. Donc j'ai repris ça et j'ai essayé de faire avec, mais ça n'a pas marché. Voilà, ce qui a marché, c'est de retour avec Ramon qui a sacrifié du temps pour moi et qui m'a permis de revenir en 2012 dans un niveau exceptionnel. Quoi. Exceptionnel. Enfin, quand on compare les images, j'essaierai de le faire. T'as déjà pas beaucoup vieilli, hein. Il y a que les cheveux qui ont un peu raccourci. Non, mais c'est vrai que la ligne est toujours là, le volume est plus ou moins pareil, un peu moins volume dans les cuisses. Mais bon, mais c'était quand même un super comeback. Donc moi, je te félicite, je t'ai vu là-bas sur place. Je voulais t'encourager, j'ai encouragé plus mon ami d'enfance Laurent Bernardini qui avait gagné cette fois-là. Mais il y avait un très beau plateau et sincèrement, enfin, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, je pense, entre les trois premiers en fait. Juste un petit mot, mesdames et messieurs. Vous avez vu des grands champions aujourd'hui qui sont en train de faire l'histoire du bodybuilding. Il y a des champions qui ont fait vraiment l'histoire du bodybuilding en France. Didier Blanc, Francis Benfato et autres, Momo Benaziza. Alors ça tient à plusieurs choses. Ça tient à un palmarès. Ce monsieur qu'on a là, qui pourrait tirer en Master 1, je crois, et qui tire en senior chez les poids lourds. Il a eu une carrière exemplaire puisqu'il a été vice-champion du monde junior, vice-champion du monde senior IFBB, et puis tu as décroché la carte pro IFBB à une époque où c'était vraiment très difficile. Et ce jeune homme, moi je l'ai vu à un Grand Prix de Nice notamment, aux côtés de Kevin Levron et d'autres professionnels légendaires, tu ne dépareillais pas. Donc ce monsieur, il a participé, il est dans l'histoire du bodybuilding, alors non seulement par son palmarès, mais aussi par son charisme, par sa personnalité. Tu demeureras de toute façon dans l'histoire, dans notre mémoire, et puis en plus tu reviens. L'an dernier tu avais fait un comeback, petit réglage, aujourd'hui tu reviens écorché en plus. Alors en plus vraiment félicitations Denis, je voudrais une ovation pour ce grand monsieur du bodybuilding français, Denis Ladas. Denis Ladas, mesdames et messieurs. Merci Denis. Ouais, c'est clair, mais bon, après, il y a tout le côté... Après, il y a eu d'autres histoires, je sais, avec l'IFBB cette année-là. Hein, l'IFBB, elle a manqué de reconnaissance, donc bon, quand il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de respect, donc voilà, c'est ce que j'avais dit sur un dernier post sur Kevin Lebron, le respect commence par la reconnaissance. C'est vrai. Donc, voilà. Ben, ça aide pas à continuer, quoi. C'est pour ça que moi j'étais fier quand Christophe Ducot on t'avait mis en avant au tout début du magazine Bodybuilding Rules. Fier aujourd'hui de te mettre en avant dans Fitness Mag, dans les podcasts qui restent et qui sont encore plus virales en fait que le magazine, parce que les jeunes aujourd'hui sont un peu fainéants. Par contre, ils aiment bien, excusez-moi les jeunes, hein, je vous critique, mais bon, vous en êtes conscients. Voilà, ils aiment bien regarder les vidéos, puis ils aiment bien découvrir comme ça. Moi, je dis toujours, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc aujourd'hui, ceux qui font de la compétition, ils doivent minimum connaître leur gamme. Tu sais, ceux qui font de la musique, connaître les gammes, c'est connaître Denis Ladas et tous les autres Français qui ont marqué l'histoire du body, comme je disais au tout début. 2012, donc, t'es revenu. Pour moi, t'étais vraiment super bien taillé. Qu'est-ce qui t'a manqué en 2012, au-delà de peut-être de considérations politiques ou je ne sais quoi? Pour gagner? Oui. Du volume. Il manquait encore du volume. Un petit peu de volume, hein. Ouais. Et de but en blanc, tu décides de nouveau d'arrêter.
C'est quoi? C'est la déception de te dire, voilà, il n'y a pas de reconnaissance, les instances françaises ne jouent pas le jeu, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, bon, déjà j'ai tenté mon comeback, je l'ai réussi, donc tu peux en être fier, et je stoppe de nouveau et je me consacre à ma famille, c'est ça? Ouais, en fait, voilà, il n'y avait rien derrière, c'était vide, hein, c'était une coquille vide. Denis, il a fait ça parce il s'est remis à s'entraîner, il se trouvait pas bien dans son corps, et il a dit, bon, mais après on est parti sur un pari un peu stupide avec Didier, en disant, ouais, t'es pas cap, voilà, comme les gamins. Et finalement, on est arrivé là, et bon, quand on est arrivé, je pensais que j'aurais un peu plus de reconnaissance, un peu plus, pas des aides ni de quoi que ce soit, mais juste de la reconnaissance, quoi. Et il n'y a rien eu de tout ça, et une déception terrible qui a fait que, voilà, c'était le point final. Ok, j'aimerais parler avant qu'on termine un petit peu maintenant pur et dur. Tu sais que la plupart des internautes qui nous écoutent, ils veulent toujours avoir la solution miracle pour ou progresser ou simplement s'améliorer un tout petit peu. Alors tu l'as dit tout à l'heure en début de podcast que toi tu étais vraiment basé sur les fondamentaux, hein, classique, squat, enfin les mouvements polyarticulaires. Au niveau diététique, est-ce que tu te prenais la tête comme certains aujourd'hui ou c'était là aussi du classique, c'est-à-dire très protéiné, les glucides pour l'entraînement, le soir assez léger, ou tu avais quelque chose qui fonctionnait pour toi dont tu veux en faire part aujourd'hui aux internautes? Moi, au niveau diététique, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait manger. C'était les barbecues, hein, toujours. Et, voilà, et qui aimait manger gras et des hamburgers et voilà, des cochonneries, quoi. Donc, mon problème pour grossir en bodybuilding, il faut manger beaucoup. Ouais. Et moi, manger beaucoup des pois chiches, des pâtes et des poulets, tout ça, j'y arrivais pas. Donc c'est ce qui m'a aussi un peu bloqué, c'est que voilà, je faisais des repas, mais des repas forcés. Ouais. Ramon m'a toujours poussé, m'a toujours fait voilà, c'était lui qui me faisait les plans, donc je suis à la lettre, mais il y a des fois où j'arrivais pas, quoi. Ça descendait même plus, tu n'arrivais plus à mâcher, à avaler, en fait, tellement. Ah non, j'arrivais plus à avaler. Pourtant, je mangeais 10 fois par jour. Je me souviens avec Paul Garrigue, on avait des pots de pois chiches, on se tapait des pots de pois chiches. Voilà, après l'entraînement, c'était du basique, quoi. On était vraiment dans le basique, quoi. Vraiment dans le basique. Et on mangeait beaucoup, énormément. Quels étaient tes partenaires d'entraînement à l'époque? Je n'ai pas eu beaucoup de partenaires d'entraînement. Je me suis entraîné avec Paul. Ouais. Et après, j'étais assez solitaire. D'accord. Au niveau du bodybuilding actuel, ça c'est quelques questions que je t'envoie maintenant comme ça à la file pour qu'on puisse finir et puis je te laisse vaquer à tes occupations et profiter de ta famille. Bodybuilding actuel, on va finir par Kevin Levrone. Mais sinon, le bodybuilding actuel, est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu t'y retrouves ou pas? J'ai vu un post que tu as mis aujourd'hui en disant que le niveau n'avait pas forcément si augmenté que ça, puisque tu as mis une photo où on voyait Ronnie et deux autres, je ne sais plus lesquels. Il y avait Flex et il y avait Levrone. Levrone, voilà. Et après, là, il y avait Phil Heath et deux autres, je ne sais plus si c'était... Dessous, il devait y avoir Philippe, il devait y avoir... en tout cas, Dexter Jackson, merci ma chérie. Oui, merci. Et il y avait l'Allemand... comment il s'appelle Dennis Wolf. Denis Wolf, voilà. Ok, donc tu vois, je l'avais plus sous les yeux. Donc, entre les deux, c'est vrai que tu as raison, le niveau, il est même moindre quand on voit les bestiaux qu'on a cités juste avant. Mais, à part Bigrami. Oui, à part Bigrami. Mais est-ce que, tout comme moi, tu penses que... On voit des photos, Beyeke en a posté une il y a quelques jours, où on voit les physiques d'avant, on voit Kai Green qui fait une pose, donc le classique, un double biceps, mais un peu incliné comme il le fait, avec le ventre proéminent. Est-ce que ça te gêne, toi? Enfin, moi, ça me gêne puisque en tant que fan, moi, j'ai pas été compétiteur comme toi et comme ceux qui sont passés dans mon magazine, mais ce qui m'a toujours motivé pour aller m'entraîner, c'était de voir des physiques athlétiques, même si exagérément musclés, mais esthétiques, tu vois? Moi, j'ai toujours admiré le muscle à outrance. Hein. Je veux dire, bon, j'ai toujours été fan du muscle à outrance, mais ce qui me gêne un peu à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, c'est ce ventre proéminent, c'est des gars qui ont du mal à respirer. Voilà, ça me gêne un peu. Donc, bon, ça, c'est dû forcément peut-être au produit, à ce qui est pris actuellement et ce qui n'était pas pris avant. Hein. Donc, encore une fois, on est dans un monde du bodybuilding qui est à haut niveau aussi au niveau des produits. Hein. Donc, il y a une surenchère. Mais bon, ça n'a pas fait évoluer le body à une masse musculaire supérieure. On le voit bien sur ces photos. Kevin Levrone était monstrueux. Coleman était monstrueux. Voilà. Après, voilà. Moi, j'aime un physique comme Philippe à partir du moment où il ne va pas déraper avec un ventre où il ne peut plus respirer. Voilà. J'aime des physiques comme Dexter qui est très beau, que je trouve magnifique. Hein, c'est énorme longévité, lui aussi, 46 ou 48 ans, je ne sais plus. Ouais, 46-47 ans, voilà, une longévité énorme et il pourra encore gagner Olympia cette année. Je pense que c'est lui d'ailleurs qui va taquiner Phil Heath parce que
Pour les autres, je vois pas. Tiens, d'ailleurs, un petit pronostic hein, pour Olympia. Un petit pronostic, ça va être difficile. Hein. Bon, difficile non, parce qu'on sait très bien que... Et c'est un peu le malheur qu'il y a quand En ce moment, on laisse Monsieur Olympia pendant des années. Ouais. On a laissé Coleman ou Dorian Yates alors qu'ils auraient dû le sortir et mettre un flex wheeler. Mais ça, c'est l'IFBB. L'IFBB veut pas... Joe Weider ne voulait pas 50 millions de Monsieur Olympia. Donc on continuera à faire gagner Philippe jusqu'à ce qu'il s'en aille, jusqu'à ce qu'il décide lui-même que c'est terminé, en tout cas qu'on décide que c'est terminé, qu'on en met un autre à sa place. Monsieur Olympia, c'est du business, le bodybuilding professionnel, c'est du business, il n'y a jamais eu de compétition, il faut le savoir, hein, tous les concours sont déjà faits à l'avance, hein. Donc celui qui rêve, qui va être pro et qui va gagner parce qu'il va dépasser le lot, il peut toujours rêver. Et donc, d'après toi justement, puisqu'on a un Français au plus haut niveau à l'heure actuelle qui est Lionel Beyeke, je sais que tu l'apprécies, on est tous toujours là à se dire est-ce qu'il aura cette sèche suffisante pour aller gratter quelques places. Il s'améliore d'année en année, surtout là il s'est amélioré là, pour se qualifier, il est qualifié donc pour septembre. Je vais normalement faire un podcast avec lui alors qu'il est en pleine préparation et je le remercie à l'avance, tu vois. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire ou est-ce que tu crois que c'est joué d'avance ou est-ce qu'un jour il pourra arriver dans les 3 premiers ou même être Olympia ou est-ce que d'après toi c'est joué d'avance? Être Monsieur Olympia, Lionel... Parce qu'il a le physique quand même pour. Hein. Il a le potentiel. Et moi, je l'ai vu, j'étais à New York. Moi, avec mon épouse, on se régale d'aller voir les concours professionnels. Et même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas à l'IFBB France, je me régale d'aller voir les compétitions professionnelles et d'aller voir même les compétitions européennes. Et on est allé voir le New York Pro. Le New York Pro, tu m'avais donné d'ailleurs le reportage, je t'en remercie. Voilà, j'avais fait des photos et j'avais rencontré Lionel. On s'était parlé un petit peu à coup de SMS. Et c'est vrai qu'il lui manque pas grand-chose à Lionel, il a un physique extraordinaire. Ouais. Extraordinaire, il me fait rêver Lionel. Mais ce qui lui manque, c'est de la combativité sur scène. On a l'impression que, voilà, il est là, mais sans être là. Et après, il lui manque ce petit côté plastique, ce muscle plastique, parce qu'il est vraiment plein, il est énorme. Il est énorme, il est super bien. Il a une ligne magnifique, il ne faut pas plus de poids, Lionel. Il lui faut juste ce côté plastique. Ouais. Le jour où il va arriver à ce côté plastique à Philippe, et il va faire un malheur. Bien sûr qu'il a le potentiel pour être Monsieur Olympia. Hein. Pour moi, il a le potentiel pour être Monsieur Olympia. Et pour finir sur Kevin Levrone, donc aujourd'hui on a vu quelques photos qui ont filtré, je les incrusterai, de Muscular Development. À partir de ces photos-là, maintenant les gens ils vont bon train, c'est-à-dire ils disent qu'il sera pas prêt du tout, qu'il va être ridicule, etc. Donc tu vois, c'est le respect dont tu parlais tout à l'heure. Si on aime le body, on ne doit pas critiquer, on peut au contraire justement le féliciter, peu importe les raisons de son retour, pour déjà afficher un physique pareil à 50 ans, quel que soit les procédés qu'il utilise, puisque quand même il faut une sacrée génétique pour pouvoir y arriver, et pour se donner les moyens, ne serait-ce que de reprendre les poids lourds qu'il utilise aujourd'hui, au risque de se blesser, etc. etc. Mais Lebron, les gens, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il a été quand même plusieurs fois vice-monsieur Olympien. Hein. Donc, quand on arrête, la muscu, il a quand même toujours été un physique athlétique. Le muscle a une mémoire. Donc, bien sûr que les gens qui ne connaissaient pas Lebron et qui, du jour au lendemain, ils le voient en 6 mois devenir presque comme un Philippe, ils vont se dire, mais attends, le mec, qu'est-ce qu'il prend, quoi? Il prend, bien sûr qu'il prend. Bien sûr. Mais Kevin Lebron, son muscle a de la mémoire. Donc, il connaît l'entraînement, il connaît la diététique, il connaît sa préparation physique. Donc, c'est pas quelqu'un, je pense, qui va faire un retour que pour le business. Il va faire un retour, il est obligé presque d'arriver bien. C'est pas, il ne peut pas monter sur scène à Monsieur Olympia, on ne fait pas un Monsieur Olympia ressemblant à une chèvre. Quoi. Exactement. Donc, il se le doit, il le sait, peut-être que et personne ne le sait, en tout cas les gens ils disent ce qu'ils veulent. Bon, ça c'est les joies de Facebook, c'est les joies de l'Internet, c'est tout le côté obscur que je n'aime pas. Les gens ils font des résultats et trucs sur la comète, alors que c'est le seul à savoir pourquoi il le fait. Et s'il le fait, c'est parce qu'il en a peut-être envie. Ça demande tellement de sacrifices. Parce que j'entends des gens dire il fait ça parce qu'il a des dettes. Tu as dû l'entendre. Oui, j'ai entendu. Oui. J'en ai parlé même un petit peu aussi parce que c'est les bruits qui courent. Mais on ne sait rien en fait de tout ça. Hein. Mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une préparation pour un concours comme Monsieur Olympia, mais ça vaut presque 100 000 €. Oui. 100 000 €. Moi, j'ai vu quelqu'un comme Flex Wheeler. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dire qu'il avait fait un crédit pour être vice-Monsieur Olympia Flex Wheeler. S'il s'était planté, il était mort. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça m'étonne même pas. Donc... Les gens ils disent il fait ça parce qu'il a besoin d'argent. Mais ça va lui coûter déjà presque 100 000 € pour se préparer.
c'est pas des préparations pour faire le Mister Roussillon, hein, c'est des préparations pour faire Monsieur Olympia. Moi, je crois sincèrement que comme l'a fait Ben Fato, à 48 ans, je le disais tout à l'heure, Vince Taylor à 50 ans, c'est des gars qui veulent se prouver aussi, je pense, qui peuvent rivaliser, parce que lui, il va tenter, bien sûr, pas forcément sur le volume, même s'il va pas être très très loin d'eux, je pense, en termes de poids sur la balance, mais c'est de retrouver la ligne qu'il avait avant. Alors, ça va être compliqué à 50 ans, mais moi, je pense que ce qu'on a vu là en photo, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Il reste 8 semaines, vu son rythme de progression, il est capable de faire quelque chose de bien. On n'a jamais vu les cuisses, c'est vrai. Moi, quoi qu'il en soit, je pense que c'est sincèrement pour prouver au monde qu'il est capable encore à 50 ans de faire quelque chose et de rivaliser avec les plus jeunes. C'est clair, mais bon, sincèrement, ça va lui coûter plus cher que ce que ça va lui rapporter, parce que s'il arrive dans une forme, une méforme, bon ben voilà, tout le monde va le saccager et ça va être réglé pour lui. Ça va être très difficile, il faut être quand même conscient d'arriver à un niveau avec une dureté. Bon, moi je l'ai connu puisque j'ai repris après 10 ans en arrêt. Ouais. En 2011, j'ai pas eu cette dureté, mais d'avoir cette dureté musculaire, ce volume musculaire, ça va être très difficile. C'est pas impossible. Je pense qu'il peut y arriver et je le souhaite sincèrement. Moi aussi, ouais. Mais c'est ce côté de voilà, dureté qui va être difficile pour lui à avoir. S'il y arrive, tout est permis. Hein. Attention, ouais. Regardez, il faut pas oublier Dexter. Hein. Oui, on regardera tous avec attention, je pense. Ça redonne un regain d'intérêt justement à Olympia 2016. Tout ce qu'on espère, je pense, toi et moi, enfin je pense que tu vas pas me dire le contraire, c'est qu'il sera pas ridicule, qu'il va pas se ridiculiser une fois qu'il sera sur scène, non pas parce que le physique il aura pas atteint ce qu'il voudrait, mais parce que simplement le décalage va être trop important et que les gens vont le descendre en flèche. J'espère que non, voilà, et qu'au contraire il marquera positivement l'histoire comme il est en train de le faire en tentant ce comeback. Ouais, moi aussi, sincèrement, j'espère que voilà, il va monter sur scène avec une forme plus qu'honorable et moi, ce que je rêve derrière tout, c'est qu'il fasse quelque chose de bien, hein, forcément. Ouais, moi j'aimerais bien un top 10, top 6, ça serait l'idéal, tu vois. Voilà, mais surtout qu'il arrive dans une super forme voilà. pour dire aux gens, vous voyez, c'est possible, quoi. Hein. Mais bon, j'espère que ça va pas lui coûter plus cher que ce que ça va lui rapporter. Espérons, Denis. Pour conclure, est-ce que tu aurais un mot peut-être à rajouter, des personnes à remercier ou un message à faire passer, tout simplement? Non, ben, un message à faire passer. Soyez patients. Ceux qui veulent faire du bodybuilding de haut niveau, ne rêvez pas parce que au bout du compte, moi je suis passé par là et il n'y a pas grand-chose à espérer. Des carrières professionnelles et à haut niveau en bodybuilding, ils sont très peu à en avoir. On voit comment les sportifs, le bodybuilder professionnel galère. Hein. Je sais pas ce que ça vaut pour Lionel, mais bon, je pense que ça va pas être facile tous les jours. Et pourtant, il a un super physique. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, il doit galérer et il doit pas être le seul. Il y a beaucoup de bodybuilders. Moi, je l'ai connu en Californie qui faisaient voilà, c'est fait tout et n'importe quoi pour essayer de survivre et d'avoir une carrière professionnelle. Plein de petits boulots. Voilà. Oui. Ok. Il faut se faire plaisir. Il faut que les gens se fassent plaisir, qu'ils restent eux-mêmes. Voilà. Une dernière question que j'aurais dû caler juste avant, mais c'était ton Monsieur Olympia préféré, parce qu'on me l'a demandé en fait, hein, en aparté, tu vois. Mon Monsieur Olympia préféré, je crois que c'est Liané. Liané, donc c'est ta période en fait, même si lui il a commencé à 83, 84, son premier Monsieur Olympia gagné. Donc je mettrais après. Liané avec un penchant pour Philippe, ouais. Quand il a commencé. Ses deux premiers Olympiens, même si j'étais dessus sur sa forme dans ses derniers Monsieur Olympia, mais sur ses premiers Monsieur Olympia, il m'a fait rêver. Ouais. Philippe m'a fait rêver. Il avait un physique, voilà, le bodybuilder parfait. Magnifique. Moi, tout comme toi, par contre, ça reste quand même Liané. D'ailleurs, qu'on va avoir un interview grâce à Christophe Corion, tu vois, dans le magazine, il est OK. Est-ce que toi aussi, tu as été bercé par ces images qu'on voyait trop rarement sur France 2 à l'époque, c'était Stade 2, quand ils avaient fait un reportage sur Göteborg, tu sais, le fameux Monsieur Olympia. Eric, j'en rêve encore. J'étais devant ma télé avec mes parents et quand c'est passé, j'aurais aimé que ça dure pendant. Exactement. Tu sais que moi je l'avais enregistré et je me le mettais en boucle. C'était pareil. Avec les commentaires de Pierre Fula, je sais pas si tu te souviens. Merci Pierre Fula. Voilà. Merci Pierre Fula. Et que j'ai rencontré à Brico Dépôt un jour, il est venu au magasin et je l'ai remercié, je l'ai embrassé à Pierre Fula. Il est venu, je te jure, je lui ai dit, monsieur Pierre Fula, vous te souvenez, il avait fait, c'est grâce à lui que je suis passé à Sport Passion, à TN2, avec Véronique Gadi, au salon du bodybuilding et du fitness. Tu vois, ben, c'était un énorme passionné et au moins lui il parlait de bodybuilding, chose qu'on n'entend plus maintenant. Il parlait de pour le dénigrer maintenant. Du bodybuilding avec le cœur, du bodybuilding, voilà, de l'haltérophilie, c'est vrai. Ça sortait des tripes, c'était terrible.
Voilà, c'était, voilà. Donc un grand merci. Denis, je te remercie vraiment pour ce temps passé avec nous. J'espère que ça a plu aux internautes. Tu fais un coucou à toute ta famille, à ta femme qui était derrière, à tes enfants. Et puis, moi, je te dis à une prochaine fois, si ça te dit de faire un autre podcast éventuellement, pour répondre à des questions d'internautes suite à ce podcast. Voilà, moi, il n'y a pas de souci. C'était vraiment un réel plaisir de faire ça avec toi, Eric. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est gentil. Et j'ai apprécié ton magazine et ce que tu as fait. C'est vrai que ça aurait été à mon époque, ça aurait peut-être lancé ma carrière autrement. Ah, en tout cas, j'aurais tout fait pour te mettre en avant. Un petit mot encore pour Bernard. Pardon, oui. Eric, tu es quelqu'un d'entier, on ne se connaît pas beaucoup en tout cas, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et moi, les gens, quand je les apprécie, je les apprécie, c'est pas de la duniote. Donc, ce que tu fais, pas beaucoup de gens l'auraient fait. Donc, voilà. Et je pense que les gens ne se rendent pas bien compte de tout ce que tu fais pour eux, quoi. Et le body, tout ce que tu fais pour le body, ils s'en rendent pas compte, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu nous. Bah, écoute, et merci. Un bisou à Bernard. Oui. Vraiment déçu que tu n'aies pas été là pour faire cette interview avec nous. On aurait en plus rigolé. Ah oui, non seulement on aurait rigolé, puis on aurait toute sa sagesse, son élocution alors, magnifique, il s'exprime super bien. Puis c'est une culture du bodybuilding en tant que champion lui-même de culturisme, écrivain, à Comic Box, anciennement au monde du muscle show, chez moi, BBR et maintenant Fitness Pack. Donc Bernard, on t'embrasse, on te dit à très bientôt, on essaiera aussi de se faire un podcast à 3 comme on avait prévu aujourd'hui. En tout cas, encore merci Denis, merci pour tout. Merci à toi. Merci pour ta passion et ce que tu as laissé comme trace. J'espère que les jeunes vont te découvrir, qui vont prendre exemple sur le physique que tu affichais à l'époque. Allez, merci Eric. À très bientôt, porte-toi bien, à bientôt. Ciao, ciao.